L'interview matinale, première partie. Mon invité de ce matin, Marie Gandubert, c'est bien ça? Bonjour Marie. Bonjour, oui, c'est tout à fait ça. Ouf, ça va, je commence bien. Alors tu viens ce matin parce que on s'est rencontrés à l'occasion de la vie, des machins, du marché à Sauveterre, tout ça. Et tu exerces la pratique de naturopathe à Saint-Macaire, je crois. Oui, c'est ça. Alors, habitant à Saint-Martin-de-Lerme, c'est pour ça que je fais mon marché à Sauveterre de Guyenne, j'ai quand même dédié une pièce pour recevoir chez moi. D'accord. Mais principalement, je travaille à Saint-Macaire 3 jours semaine, les lundis, mercredis, vendredis. Et parfois le samedi matin. Et donc mardi, jeudi, Saint-Martin-de-Lerme. C'est ça. Ah, j'ai bien retenu. Ok. Oui, c'est très pratique ça, parce que si on est plutôt côté Saint-Macaire, Langon, tout ça, on peut te rencontrer là-bas. Et sinon, si on est dans l'entre-deux-mers, on peut aller à Saint-Martin-de-Lerme. Alors, avec une petit aparté par rapport à la méthode Naët, j'ai toutes mes fioles à Saint-Macaire. J'en ai plus à peu près 1500. Je ne m'amuse pas à les trimballer à chaque fois. Donc, Naët, c'est uniquement à Saint-Macaire. Alors, Naët, je ne sais pas ce que c'est, mais on va le découvrir ensemble. Mais avant, je te propose, parce que tu as un parcours de vie que je trouve assez extraordinaire et j'aimerais, si tu veux bien, qu'on en parle un peu et que les auditrices, les auditeurs puissent te découvrir. Parce que déjà, tu as une chance énorme et je t'envie beaucoup, c'est que tu connais un peu le Canada. Oui, un peu, effectivement, parce qu'on est resté très localisé. On a débarqué à Montréal. Ensuite, on a vécu un petit peu à Toronto, donc le côté anglais. Puis Ottawa, mais là. Et on a vécu principalement juste de l'autre côté de l'Outaouais, dans la province de Québec, à Glenwood. Et pour moi, c'est important de le dire parce que j'étais vraiment en accord avec leur quête du français. Donc, à Ottawa, comme tout le monde, je parlais anglais. Et dès le moment où je traversais la rivière, si on me parlait en anglais, je disais « Essaie, on est au Québec, on parle français. » Voilà. Et j'allais au lycée français à Ottawa. Comment tu arrives? À quel âge tu arrives au Canada? Parce que tu es française. Oui, je suis française, de parents français. Mon père avait décidé de partir au Nouveau Monde pour refaire sa vie. Enfin, refaire sa vie toujours avec ma mère. Et on l'a rejoint là-bas. Donc, j'avais un frère aîné. Et j'ai eu mes 1 an sur le bateau, puisqu'on prenait le bateau à l'époque pour aller rejoindre le Nouveau Monde. Et ensuite, j'ai 2 sœurs et un frère qui sont nés là-bas, qui ont, eux, la double nationalité. À mon grand regret, je ne l'ai pas eu. Non. Enfin, mon père ne me l'a pas demandé, voilà. Oh, ce serait toujours possible, non, peut-être? Oui, je présume, mais même si les premiers temps en France ont été difficiles par rapport à la différence de culture. Ah oui, c'est-à-dire en fait moi j'étais... mes voisins, c'était des sans-mêlés, comme on dit. Avec... on était beaucoup chez eux, chez nous. Il n'y a pas de barrière. Tout le monde va chez tout le monde. On peut s'inviter à manger. Enfin, c'est vraiment... Il y a un côté relax, ouvert, accueillant et puis au Canada. Donc, ouais, au Canada, très protecteur des enfants. Enfin, voilà, il y a... pour moi, c'était normal. Et arriver dans l'ancien monde, avec vraiment les différences de classe qu'on ressent beaucoup, beaucoup plus de dogmes. Voilà. Et j'ai eu plus de mal. Bon, après, je me suis habituée, puisque je suis restée en France et que j'aurais pu y retourner. J'ai eu, disons que j'ai eu du mal à... Enfin, j'ai fait un grand effort pour perdre mon accent. Il y en a qui le décèlent en disant que j'ai la voix qui traîne un peu, qui vient de là, et d'apprendre les codes. Donc, voilà, j'ai eu envie de m'impliquer en France, qui est quand même un beau pays. On a une grande diversité
de paysages, ce qui est chouette, alors que le Canada, c'est quand même, il y a des différences aussi, mais c'est un long pays, voilà, avec des zones inhabitables à cause du froid, quoi. Bon. Justement, cette double culture, en fait, donc jusqu'à tes 14 ans de vivre dans cette société canadienne, avec cette culture qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le frère jumeau des États-Unis, des voisins du dessous, c'est encore autre chose. Ah oui, puis moi j'étais très États-Unis, ouais, j'ai été vraiment dans ce truc, défendre notre culture, et je me suis toujours impliquée là-dedans, notre culture canadienne, surtout québécoise. J'ai toujours eu beaucoup à la fois d'admiration et de peine par rapport à ce qu'on a fait aux Amérindiens. Lors d'un exposé sur le génocide envers les Amérindiens, je pleurais en disant « j'ai honte d'être blanche ». Voilà, c'était... et j'étais fascinée par eux. Et donc toute cette culture, cette richesse, associée ensuite à ton retour en France et cette culture française qui, on dit bien dans l'image d'Épinal, le français, il est un peu râleur, hein, il met beaucoup de murs entre lui et le monde et il faut du temps pour ouvrir les portes et partager un bon moment un peu plus joyeux et ouvert. Tout ça rejoint un peu quelque chose qu'on retrouve aussi, que tu exprimes dans ta pratique, c'est-à-dire de ne pas s'enfermer dans un dogme, de ne pas s'enfermer dans un état d'esprit et de rester, de rester ouverte justement à tous les possibles, à tous les savoirs, à toutes les connaissances, au service notamment de ta pratique et des personnes qui viennent te voir pour travailler leur mieux-être, leur bien-être. Oui, c'est vrai que je crois que c'est quelque chose que la culture canadienne m'a apporté. Moi, j'étais très attirée par la mode hippie, le mouvement hippie, sans du tout savoir ce que c'était, mais les vêtements. Et on m'a jamais fait de réflexion parce que je mettais des t-shirts avec des broderies, etc. Et c'est vrai qu'au Canada, il y a vraiment cette ouverture à l'autre, une bienveillance, voilà. Et oui, moi j'ai mis du temps à me rendre compte que ça me venait de là. Et, voilà. Et on va parler justement de ton parcours parce que la naturopathie est arrivée dans ta vie relativement tôt. D'abord par une prise de conscience pour toi, c'est-à-dire que c'est bien ça, tu es enceinte de ton premier enfant et tu te dis tiens, j'ai quand même cette intuition, alors que c'est peut-être pas une culture familiale, que par déjà ce que j'intègre dans mon corps, ce avec quoi je nourris mon corps, je vais mieux accueillir cet enfant et lui permettre de mieux venir en fait. Oui, tout à fait. C'était d'avoir la responsabilité de mettre un être le plus possible en bonne santé parce qu'il a toute une vie ensuite à parcourir. Et ma responsabilité en tant que mère, c'était ça, lui donner le meilleur dès la conception. Et d'ailleurs, en naturopathie, j'ai fait mon mémoire sur l'alimentation de la femme enceinte. Tiens donc, ouais. Ok. Et ça fait une belle transition parce que la naturopathie, alors moi dans mes clichés, je suis bourré de clichés, je m'en excuse par avance, mais je pense à toutes ces pubs qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais un peu pour tous les sujets d'ailleurs, hein, devenez milliardaire en 2 minutes, devenez naturopathe en 3 semaines, devenez acupuncteur en 4 jours, etc., etc. Toi, et on va en parler dans la deuxième partie de l'interview parce qu'on arrive à la fin, ton parcours de formation, après cette prise de conscience pour toi et cette envie peut-être de partager ce que tu as découvert, ton parcours de formation s'est étalé sur plusieurs années et a commencé avec un BTS en diététique, donc l'idée quand même de suivre un cursus, on va dire, établi, conventionnel, et une petite déception dans ce BTS qui fait que tu vas chercher autre chose et on va en parler dans la deuxième partie.
Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Marie Gandubert, naturopathe et bioénergéticienne, c'est ça? C'est ça. J'ai regardé, j'ai fait un peu de recherche sur Internet. On peut te trouver très facilement d'ailleurs sur Internet. On tape Marie Gandubert, Gandubert, et pouf, voilà. C'est fait pour ça. Ouais. Alors on va reprendre le fil et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Donc tu as cette prise de conscience autour de l'alimentation pendant ta première grossesse et à ce moment-là tu te dis tiens, j'ai envie de passer un BTS en diététique. Donc voilà, l'envie de suivre un cursus scolaire qui va pouvoir te permettre de travailler un sujet un peu plus profondément. Et ça se passe pas, tu trouves peut-être pas matière, enfin qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, donc effectivement, il y a toujours l'envie d'avoir des bases, d'avoir une reconnaissance sociale aussi. Et néanmoins, j'ai décroché parce que ce n'était pas cohérent pour moi. Lorsqu'on parle uniquement des calories, du pourcentage de protéines, de glucides, de lipides, sans faire attention à ce qu'on apprend en naturopathie, que tout ne se digère pas de la même manière au même moment, qu'il y a des moments où il est plus adapté de manger plutôt glucidique ou plutôt lipidique ou protéique, voilà. Donc de mettre de la nuance et puis moi j'aime sous l'angle de la qualité. Et quand je dis qualité, c'est pas forcément que du bio. De toute façon, du bio qui vient d'Espagne, je vois pas trop l'intérêt. D'où ma consommation de légumes locaux et de saison. Voilà, pour moi c'est plus important. Et voilà, ça a été une quête de quelque chose qui avait plus de sens pour moi. C'était de revenir à quelque chose qui est vieux comme Hippocrate, que ton aliment soit ton premier médicament, même si cette phrase ne peut pas être de lui, puisque le mot médicament n'existait pas à cette époque, mais bon, on va pas... Voilà. Et effectivement, moi, dans mes consultations, je ne vais pas donner même des compléments alimentaires au début ou de manière... assez rare, parce que je veux d'abord que la personne change son assiette et voir les effets que ça fait, et ensuite je peux donner des plantes ou des huiles essentielles. Voilà. Pourquoi est-ce que justement, tiens, qu'est-ce qui peut faire qu'on peut venir te voir, quelle problématique on veut aborder, qu'est-ce qu'on veut faire pour soi? Alors, très bonne question. Au début, je reconnais que j'étais vraiment dans cette mouvance du Heilpraktiker, qui est le terme allemand, à savoir, donc ça veut dire praticien de santé, qui eux œuvrent avec les médecins. Ils sont reconnus. Le médecin diagnostique, donne les traitements, et le Heilpraktiker va donner le modus vivendi alimentaire et pas que de l'hygiène de vie. Donc ça comprend l'alimentation, l'exercice physique, ça peut être la respiration, la détente, comment on nourrit son mental, son cœur, son âme. Voilà, c'est assez global et qui prend du temps. Ce sont des consultations qui durent, pour ma part, 1h30. Ce n'est pas en 10 minutes qu'on peut faire le tour comme ça. Donc pour moi, c'était important. Moi, à chaque fois que j'ai pu aller chez un médecin, je posais des questions. Pourquoi ci? Pourquoi pas ça? Pourquoi? Je sentais bien que ça les agaçait parce qu'ils n'ont pas le temps. Voilà, donc moi, ça a été une quête de qualité, de sens. Et malgré, j'ai fait 2 ans de naturopathie plus 1 année de spécialisation, j'ai eu envie de continuer cette quête de sens avec la relation d'aide, l'école Écoute ton corps, avec des soins énergétiques, avec de me spécialiser dans certains massages, voilà, un tas de choses. Bon, il y a des choses que j'ai laissées, qui m'ont pas plus apporté de choses que ça, d'autres que j'ai gardées. La dernière grosse formation que j'ai faite, ça fait quand même 10 ans, c'est la méthode NAED sur les allergies. Il y a de plus en plus d'allergies. Alors, sous le vocable d'allergie, il y a tout ce qui est allergie vraie, mais les intolérances qui sont passées sous silence en médecine allopathique, ils ne les reconnaissent pas. Pourtant, ce n'est pas moi qui ai inventé les termes d'immunoglobuline. Et les anergies, c'est le corps qui ne se défend plus. Le cancer est une anergie. Voilà.
Et on fait, lors du bilan, par test de kinésio, voir qu'est-ce qui va à la personne, ce qui ne lui va pas, et on va en fait réinformer le corps pour que telle substance passe mieux, pas toujours de manière parfaite, mais qui est du mieux. Et c'est intéressant parce qu'on voit souvent qu'il y a il y a un terrain de choc émotionnel qui ont fait que le corps a bloqué sur un aliment. Alors, je donne un exemple tout bête. Vous êtes en train de manger une tarte aux fraises. Vous apprenez que votre grand-mère est morte. Ensuite, vous ne digérez plus les fraises. Votre corps, votre cerveau plutôt, a fait une association. Mais c'est pour plein de petites choses comme ça. Ce qui peut paraître évident quand, par exemple, on vit ce qu'on appelle un traumatisme clairement identifié, c'est-à-dire, par exemple, je sors de chez moi pour aller voir un concert, je reviens, on m'a dépouillé mon appart, on m'a cambriolé, c'est un choc traumatique, et après, on l'identifie clairement. Où j'ai un accident de voiture et chaque fois que je vois des scènes d'accidents dans les films, waouh, c'est facile d'identifier des choses aussi évidentes, mais il y a aussi tous ces petits chocs presque qui viennent en résonance. Oui, parfois de manière assez anodine. Et où on n'arrive pas à faire l'association parce que c'est plus subtil. Oui, puis des choses qui peuvent paraître paradoxales, j'en parle parce que c'était le cas hier, une personne qui a perdu son chat, qui est allergique au chat. La douleur causée par la perte de son chat fait que inconsciemment le corps dit ne plus jamais de chat, comme ça il y aura plus de souffrance. Plus de souffrance. Après il y a tout ce qui est allergie croisée, c'est très intéressant. Alors les allergies, ça peut être aussi bien génétique. En général, un parent allergique ou même intolérant, l'enfant va l'être encore plus. Il y a tout l'épigénétique. Donc voilà. Alors, rappelons l'épigénétique, c'est qu'on s'est aperçu il y a quelques années, c'est assez récent, il y a une vingtaine d'années, je crois que les gènes ont une partie, on va dire, patchable. Modulable, et qu'on peut effectivement muter génétiquement suite à des chocs ou à des interactions extérieures, en fait. Alors, en bénéfique, en améliorant son hygiène de vie et en dégradant. En dégradant, et on ne se rend pas compte à quel point notre manière d'être au monde est importante. C'est pas anodin, notre manière de nous nourrir, que ce soit physiquement, émotionnellement, de choisir des choses qui vibrent haut, sans rentrer dans des pratiques mystiques. Mais voilà, où on pose notre attention et notre énergie. Voilà. D'où habiter à la campagne. C'est quand même, en général, plutôt positif. Et voilà. c'est aussi des études, tout ça sont des études scientifiques qui ont établi que nous sommes mécaniquement plus heureux quand il y a de la biodiversité autour de nous. En fait, c'est un phénomène, on sécrète plus d'hormones qui nous font du bien, dopamine, endorphine, tous ces trucs sympas, quand on a beaucoup de biodiversité autour de nous. Donc forcément à la campagne, on en a un peu plus qu'en ville. Oui, et puis on vit au rythme des saisons. Le paysage change. Oui. Alors qu'en ville, les immeubles restent les mêmes. Les arbres perdent leurs feuilles et c'est tout. Voilà. Et souvent, je dis aux gens, vous n'avez pas le temps d'avoir une activité physique, juste marcher. Allez, 5 minutes, 10 minutes. Voilà, on dit que c'est mieux 3/4 d'heure, c'est sûr. 10 minutes, c'est bien. C'est mieux que rien. On arrive déjà à la fin, c'est passé très très vite, mais effectivement, c'est cette idée aussi, j'ai l'impression que tu proposes, de ne pas proposer une espèce de programme très dirigiste ou quoi, mais plutôt de changer petit à petit des choses et d'être à l'écoute des besoins de chacun, en fait, pour se sentir mieux dans son quotidien et avec plus d'énergie, en fait. Alors, moi, ce que j'aime bien dire aux gens, vous allez expérimenter, c'est-à-dire... à mon avis, ceci ne vous convient pas, enlevez-le, mais des fois je dis uniquement 5 jours. Et on voit ce que ça donne. En 5 jours, mine de rien, le corps va réagir. Voilà.
Ce n'est pas il faut, voilà. Mais jouer le jeu d'essayer, d'expérimenter et on verra après. Voilà. Alors, parfois, c'est bien de faire des choses un peu radicales, c'est-à-dire complètement arrêter un produit qui me semble néfaste. D'autres fois, c'est les petits pas, ça dépend de chacun. Mais il n'y a pas de vérité absolue, on est tous différents. Et c'est de respecter ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Et si vous avez envie d'expérimenter, de jouer, justement, de découvrir, eh bien, on peut prendre rendez-vous avec toi pour une première séance. Sur Internet, on peut prendre rendez-vous ? Oui. Par téléphone ? Oui. Alors moi, j'aime bien par téléphone pour savoir ce que la personne veut réellement. Ok. Voilà. On peut peut-être donner un numéro pour te joindre, alors ? Oui. 06 23 84 42 94. Merci beaucoup. Merci.